Pas mal. Pas mal. Les silos, c'est la maison des fous des 12 travaux d'Astérix. Une série de collaborateurs impliqués et rigoureux qui défendent fermement leur objectif comme un totem d'immunité. En entreprise, il n'y a rien de plus fou, il n'y a rien de plus improductif et de plus surréaliste que les silos quand on les regarde de l'extérieur. Mais rien de plus sécurisant que d'y vivre. Casser les silos en entreprise est incontestablement une bonne idée, mais c'est une quête qui nécessitera toute votre ingéniosité. Aujourd'hui, je recherche la formule magique avec Sam Hello Patrick. et Roxane. Salut. Il me semble que réduire les silos, c'est d'abord un objectif de chef. Vous êtes peut-être trop jeunes tous les deux pour avoir vu Jésus 2, le retour, le sketch des inconnus. Mais il y a une réplique fameuse qui m'a fait penser au sujet. Elle est prononcée par le personnage qui joue Jésus. Vous allez vous aimer les uns des autres, bordel de merde. C'est une belle réplique. Et finalement, je la trouve jolie et plus réaliste qu'il n'y paraît. Comment on fait pour que ces silos deviennent un objectif de terrain? Qu'est-ce que vous en pensez, Roxane? Vous allez vous aimer, bordel de merde? Ouais, bonne idée. Bah voilà, on peut leur dire ça. Je suis sûre que ça va marcher. Non, déjà, je me dis que quand même, le fait de casser les silos, c'est un truc de chef, de se dire ça. C'est-à-dire que pour le terrain, c'est pas une évidence. Eux, ils sont dans leur truc, dans leur service, dans leur petit silo, finalement, et ils sont bien. Le truc, c'est que je pense qu'une des premières étapes pour que le manager travaille là-dessus, c'est de comprendre que lui-même, à sa façon, il doit un peu entretenir le schmilblick. Je m'explique, on a pas mal de managers qui nous disent je suis hyper fatigué d'être au centre de tout, de jouer les arbitres, qu'à chaque fois, le mec de la maintenance passe par moi pour aller parler au mec de la prod et nanani, au lieu de se parler direct. Et en fait, dans cet inconfort que cette situation crée pour le manager, moi, je pense qu'il y a une petite forme de confort quand même. C'est-à-dire que, mine de rien, ça met un manager au centre, donc il est plutôt héros de la situation. Et puis, ça lui évite les déconvenus de « j'ai les infos plus tard », c'est pas fait à ma façon, etc. Et donc pour moi, la première étape, d'abord, c'est de se poser la question en tant que manager, comment moi, d'une certaine façon, j'entretiens un peu ce truc-là quand même, quoi. Sam. Déjà, première chose, je trouve la phrase extrêmement réaliste. En fait, déjà, elle est très drôle, mais en réalité, elle est pas si déconnante. Enfin, je vous conseille le sketch, ouais, parce que j'ai fait le retour. Déjà, ça a l'air marrant. Très, très drôle. Et en réalité, c'est jamais dit comme ça, mais c'est souvent dit comme ça. Enfin, il y a vraiment c'est pas loin. On est vraiment dans pas loin. c'est exactement ça. Il y a une mission sur laquelle on est en train de bosser actuellement avec Roxane, justement, où à la base, c'est le chef qui vient nous voir en gros en disant j'ai besoin que les deux équipes bossent ensemble. Et tu commences à discuter un peu avec les équipes, et la question c'est déjà pourquoi? Enfin, ça ne nous concerne pas. Tu parlais d'objectifs. Moi, je vais au boulot, j'ai mon objectif opérationnel. J'ai pas besoin de travailler avec les autres. Enfin, j'ai fait mon taf et je rentre chez moi. Donc, le premier enjeu dont tu parles un peu, Roxane, au-delà du fait de se rendre compte de comment on contribue à la situation, c'est comment on arrive à faire passer un objectif de chef, du coup, quelque chose qui est pour moi, parce que j'ai envie que mes équipes vous allez vous aimer, bordel de merde, en fait, ils ont des raisons de s'aimer, ou en tout cas, ils ont des raisons de bosser ensemble. S'aimer, c'est peut-être l'étape d'après, mais avoir des raisons collectives de bosser ensemble et de faire des choses ensemble, c'est pas inné, c'est pas naturel, ça se construit en réalité. Et comment on pourrait construire ça? Vous avez quelques exemples, quelques pistes de justement passer de cet objectif de chef à un objectif plus partagé, on va dire? Si je reviens sur ma notion de confort et d'inconfort, peut-être que pour certains, la première étape, ça peut être d'abord de rendre l'appel au manager vachement moins confortable qu'avant. Pour plusieurs raisons. D'abord parce que ça pousse le manager à, quoi qu'il arrive, à faire du micromanagement dans ce genre de situation. Le micromanagement, on le sait, ça déresponsabilise vachement les N-1. Donc en fait, il faut trouver un peu le contre-Uno du manager en disant ah ouais non, je suis désolée, je n'ai pas la réponse à cette question. Si tu allais voir ton collègue spécialiste du sujet, un peu le petit contre-Uno sur la table qui fait que la personne, au final, elle finit par prendre l'habitude d'aller voir ses collègues. Pour moi, ça peut être le premier truc. Et puis après, je pense qu'il faut aussi se poser sincèrement la question en tant que manager
quel est l'intérêt, ce que tu disais, de mes managers à collaborer ensemble. Peut-être que ce sujet-là, il n'est pas évident en fait. Mais peut-être que l'intérêt n'est pas évident. C'est pas peut-être, en fait, c'est paradoxalement pas du tout évident. Ça. Moi, ça me fait penser à deux choses. La première, c'est, tu as dit, les gens, ils ont des objectifs opérationnels. C'est vrai, ils viennent, ils font leur taf et ils sont bons. Ça veut dire que si tu as envie que deux équipes qui bossent en silo travaillent ensemble, il faut qu'il y ait un enjeu plus élevé. On parle souvent de vision, on parle souvent de Graal, on parle souvent un peu d'une aventure commune. Trouver cet enjeu-là, c'est pas facile, mais il y a vraiment un objectif d'aller le faire. Il y a un parallèle avec le sport, comme d'habitude, que j'aime bien faire. Dans le foot US, le football américain, c'est un des rares sports dans lesquels l'équipe offensive et l'équipe défensive sont vraiment séparées. En fait, elles sont jamais sur le terrain ensemble. C'est pas les mêmes joueurs, c'est pas les mêmes profils, c'est pas les mêmes physiques. Enfin, voilà, donc ils pourraient ne jamais avoir à travailler ensemble. Enfin, c'est pas les mêmes physiques. Il y en a aucun qui sont frêles. Hein. Non, ça, c'est une constante. Mais c'est une constante. Mais en fait, ils ont pas de raison réelle de travailler ensemble. Il y a une des équipes les plus victorieuses des dernières années, de tous les temps d'ailleurs, qui s'appelle les Patriots. Ils ont le même problème que toutes les équipes de foot US. L'attaque et la défense ne bossent pas ensemble. Eux, la vision qu'ils sont partis chercher pour leurs équipes et l'enjeu un peu plus grand que l'enjeu opérationnel, ils appellent ça the Patriot Way. L'idée, c'est, on va avoir une manière collective de travailler, de nous entraîner, d'aller sur le terrain. Évidemment, opérationnellement, c'est différent pour l'attaque et pour la défense, parce que l'attaque doit marquer, la défense doit défendre. Mais dans la manière dont ils traitent le jeu, dans la manière dont ils se traitent entre eux, dans la manière dont ils interagissent avec les équipes en face, avec leurs coachs et leurs supporters aussi, il y a des constantes. Ouais. Là, ça te permet de sortir du côté très siloté de « moi, je dois marquer » et de te dire « ok, collectivement, qu'est-ce que ça veut dire pour nous en fait ?» Ça, c'est sortir de l'enjeu opérationnel et d'aller chercher une vision un peu plus large déjà. On reste dans les références très modernes, après Les Inconnus et une petite référence Coluche cachée. Je vais citer le bien connu Robert Bidochon qui disait dans Les Bidochons en vacances, c'est le coup d'y entrer, parce qu'une fois qu'on y est, elle est bonne. Sage populaire, notre Robert Bidochon national, notre Homer Simpson à nous rappelle que c'est souvent l'expérience qui convainc mieux que les démonstrations. En matière de silo, ça me paraît particulièrement pertinent. Il faut pousser les équipes à décloisonner plutôt que de leur expliquer pourquoi le faire. Carrément. Ouais. Ouais, je suis totalement d'accord. Partie 3. Et voilà. On enchaîne, allez. Non, mais je suis totalement d'accord. Et en plus, ça me permet de rebondir aussi sur ce que tu viens de dire, Sam, sur ces patriotes américains. En fait, ce qui est marquant aussi, je trouve, dans ce que tu racontes, c'est que ces mecs-là, ils se retrouvent à un moment où il n'y a pas de problème. Parce que quand même, un des gros marqueurs du silo, c'est que souvent, les gens se retrouvent parce que c'est le bordel. Donc, ils se voient que parce qu'il y a eu un problème sur la prod ou je sais pas quoi. Et donc, en fait, ce qui les réunit, c'est le problème. Non, en fait, il y a plein d'autres choses qui peuvent les réunir. Et ce que tu viens de dire là, Pat, moi je suis complètement alignée, c'est oui, il faut forcer un peu la rencontre, mais il faut la forcer dans les moments où ça va bien, pour que les gens, ils se connaissent aussi dans un quotidien qui n'est pas que merdique, quoi. Très juste. La rencontre n'est pas que quand il y a un problème. Et pour aller complètement dans ce sens et reprendre la mission qu'on a ensemble, Roxane, donc l'idée c'est le chef qui dit vous allez vous aimer bordel de merde. Eux ils ont l'habitude de s'appeler ou de discuter que quand il y a des problèmes. Ce qu'on lui a un peu conseillé et ce qu'il faut qu'on commence à faire maintenant, c'est globalement les débuts de projet. En fait, on les fait ensemble en physique dans la même pièce avec un café et un croissant. Oui, c'est pas naturel. Oui, au début, les gens vont se dire mais on peut pas le faire par Teams comme d'habitude. Oui, d'accord. Sauf que tu le fais. Les gens vont se rendre compte qu'en fait, de l'autre côté, c'est pas des démons, enfin c'est des êtres humains qui ont aussi un boulot et des enjeux opérationnels. Tu prends l'habitude, tu te rends compte que c'est des gens que tu peux apprécier, et en fait tu prends l'habitude de le faire et tu te rends compte des avantages derrière. Sauf que si tu attends que d'eux-mêmes ils finissent par s'aimer et qu'ils décident par la force des choses de faire ces premiers échanges en physique, ça n'arrivera pas. Et en fait tu continues d'entretenir ce truc-là où les gens s'appellent que quand il y a des problèmes. Et ça me fait penser à une discussion qu'on a eue en open space, t'étais là hier, et je me demande si c'était pas avec Carline aussi où on était là, et on se disait... en tout cas, on discutait un peu du fait qu'on croit de moins en moins aux discussions d'équipes qui se parlent pas, où on va juste les faire parler de leur entente. En fait, moi, plus je les anime, ces moments où ils se disent on discute comme ça de notre entente, plus je trouve que ils aiment pas y aller, ils ont pas envie d'y aller. Et c'est un peu stérile, on a l'impression d'aller, on n'y va pas au travail pour se faire du mal comme ça. Et je trouve que la solution que vous notez, qui est de dire mais en fait, traitons les sujets positifs. Faisons le truc, en fait ça va beaucoup plus rapidement traiter le problème que d'en parler pendant des heures. Donc en plus je trouve que c'est beaucoup plus agréable de faire comme ça. Il y a une de nos anciennes collègues qui disait
la collaboration, pour parler de la collaboration, c'est ridicule. Bah, ça va complètement dans ce sens. C'est, s'il y a des sujets, et il y en a, les gens vont trouver des sujets à aborder, ils vont trouver des manières de traiter les problèmes, ou pas que des problèmes, mais des sujets qu'ils ont envie de traiter ensemble. Par contre, si tu mets tout le monde autour d'une table et tu leur dis juste, bah, vous aimez pas, faites un baby-foot. Ouais, non. Enfin, juste vraiment pas. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a tout l'espèce d'historique autour des baby-foot dans les startups, ce genre de choses. Bah, ça vient de ce truc-là. C'est le côté, la collaboration, l'affect, etc. Ça se crée et ça se traite autour d'autres éléments que juste vous allez vous aimer le bordel de merde. Et d'ailleurs, je fais une petite parenthèse publicitaire parce qu'on a traité un certain nombre de sujets de médiation entre des équipes qui ne s'entendaient pas et dans des situations extrêmement graves, notamment avec Emmanuel, que vous connaissez dans certaines vidéos depuis quelques mois. Et à chaque fois qu'on en discute avec Emmanuel, alors les résultats sont très bons, hein, donc appelez-nous, vous verrez. C'est surtout qu'on va très vite chercher justement ce sujet commun pour reconstruire, plutôt que d'avoir indéfiniment des sujets méta sur qu'est-ce qui s'est passé qui fait qu'aujourd'hui on s'entend pas. Et vraiment, notre expérience montre que c'est comme ça qu'on arrive à résoudre les problèmes, en faisant ensemble, plutôt qu'en parlant de comment on pourrait faire mieux ensemble. Ouais, parce que je trouve en plus que le fait d'en parler, ça met le manager dans une position hyper parent-enfant de range ta chambre, Kevin, et puis arrête de taper sur ton frère, s'il te plaît. Voilà. Alors qu'en fait, il faut peut-être juste mettre ces personnes dans la même pièce et trouver un prétexte en fait à les réunir. Moi, je pense notamment, des fois, ça peut ne pas être un sujet que positif, ça peut être un caillou dans la chaussure qui revient régulièrement, mais qu'on décide de traiter hors urgence en fait, pour faire par exemple de l'amélioration continue. Et en fait, ça permet aussi aux gars sur le terrain. Mettons, je prends toujours prod maintenance, parce que c'est quand même le cliché du silotage. Mais tu pourrais prendre prod qualité, ça marche aussi. Qualité, voilà. Mais ceci étant, on adore les gens en prod, hein, attention. Hein. En fait, ça permet aussi à ces personnes-là de se rendre compte que, ah mais en fait, quand moi je fais ça, dans mon process à moi, toi ça a tel impact sur ton process à toi. Ah mais j'étais à des années-lumière d'imaginer ce truc-là. Et en fait, ça permet aussi à chacun de revenir dans une espèce de je veux dire l'inverse du procès d'intention, dans un crédit d'intention vis-à-vis du collègue, c'est-à-dire que en fait on revient sur ah bah ouais, lui il fait comme ça parce que c'est comme ça que son manager lui dit de faire aussi, quoi. Et que peut-être l'enjeu de son service est peut-être pas le même que le mien. Donc comment on trouve un peu le petit truc où ça fait qu'on se croise, quoi. Et qu'on se dédicace aux équipes IMA, du groupe IMA qui nous écoutent et qui nous regardent sur cet exemple de Roxane. Tu voulais dire? Non, j'allais dire ça va un peu dans le sens de ce que je disais tout à l'heure sur l'équipe en face ou la prod ou la qualité. C'est des gens humains qui travaillent aussi, qui ont d'autres problématiques et ils sont pas là juste pour te faire chier ou faire chier ton service. En fait, ils ont des problèmes, des enjeux, des objectifs et des petites vies aussi. Et donc quand on travaille ensemble, quand on essaye de traiter des sujets ensemble, on se rend compte qu'en fait, on peut aller vers l'avant tous. Oui, parce qu'en fait, on en parle comme une évidence. Mais les gens, quand on les rencontre et qui sont dans leur silo, ça ne l'est absolument pas. Et donc, clairement, là, on revient sur ce côté, le manager doit forcer un peu le moment collectif. Il y a plein de terrains de jeu dans une entreprise pour faire bosser les gens ensemble. Le management, c'est un très bon sujet pour faire bosser plein de gens de secteurs très différents dans une même entreprise, par exemple. Sam, tu nous as emmenés de l'autre côté de l'Atlantique pour parler de football américain. Je nous ramène en Europe avec notre football à nous. Et je vous cite Johan Cruyff pour finir cette discussion. Quand vous disputez un match, il est statistiquement prouvé que les joueurs n'ont la balle que 3 minutes en moyenne. Le plus important, c'est donc ce que vous faites pendant les 87 minutes. Donc, Johan Cruyff, inventeur du football total, nous proposait de regarder le jeu autrement. C'est ce qu'il a fait, je crois, pendant toute sa carrière. Je ne suis pas spécialiste, mais il est quand même connu pour ça. Notamment sur les rôles et responsabilités, cette fameuse extraordinaire phrase un peu remède à tout qu'on entend dans toutes les entreprises. Et moi, je suis persuadé que les silos sont très largement la conséquence de ces fameuses rôles et responsabilités qu'on comprend comme des choses extrêmement cloisonnées. Alors, est-ce qu'on ne devrait pas faire un peu de football total dans nos entreprises? Je propose qu'on termine un peu là-dessus pour ouvrir sur des solutions différentes. Sam, qu'est-ce que ça t'évoque? Déjà, je suis... Tu es en orange, déjà, parfait pour parler. Donc forcément, c'est pour ça que je l'ai mis. Je savais que tu y arrivais, donc voilà. Je suis d'accord avec l'idée. Globalement, les silos de base, ils viennent aussi du fait que chacun reste un peu dans son objectif, dans son rôle. Voilà, dans son rôle. Il reste dans son silo. Donc arrêtons de rester dans le silo. Si on a envie de casser un peu ça, ça veut dire que, comme on l'a dit, il faut forcer les choses, mais pas juste sur les rencontres, aussi sur le fait de s'autoriser à faire sortir les gens de leur silo. Dans le football américain, par exemple, ça peut aussi se manifester par un poste qui s'appelle le poste du tight end.
sans rentrer trop dans le détail, c'est des positions où, en fait, tu dois aussi bien savoir faire des choses défensives qu'offensives. Dans les entreprises, ça veut aussi vouloir dire aller chercher des enjeux qui peuvent parler à tout le monde, qui peuvent, même opérationnels, qui peuvent concerner aussi bien la prod que la qualité, ton service vente que ton service après-vente. Et pour reprendre l'exemple très concret de la mission qu'on a ensemble dans l'entreprise sur le nucléaire, bah eux, ça va vouloir dire aller chercher des enjeux financiers qui considèrent les deux équipes. Donc ça va être quelque chose à mettre en place, c'est pas facile, mais forcément, ça va permettre aux deux équipes de se dire, ah bah en fait, ce truc-là, c'est pas habituel. Normalement, ça concerne qu'une de nos deux équipes. Bah cette fois-ci, ça va nous concerner tous les deux. Pareil, si on parle, coucou Martial, de Passion Automobile et deux clients qu'on accompagne principalement et qu'on adore. J'entends coucou Martial. Coucou Céline, coucou Yannick et coucou on va voir minimum. Il y a tout, Et tous les autres. Voilà, on peut tous les faire. Non, bah eux aussi ils ont un peu ce truc de la petite guerre service vente, service après vente. Ouais. Et bah pareil, ce sur quoi on a travaillé avec lui, c'est OK, quel enjeu tu peux aller chercher, quel objectif commun tu peux aller chercher qui sont pas naturels, qui vont être nouveaux, mais qui vont permettre à tes deux équipes, que ce soit de la formation, du management ou juste du financier, qui vont leur permettre de se dire ah bah en fait, tiens, ça c'est marrant, c'est pas habituel, mais du coup ça nous oblige, ça nous donne envie d'aller travailler avec les autres. Oui, et d'ailleurs, il parlait aussi des moments un petit peu plus informels Martial. qui jusque-là, Martial, qui jusque-là étaient plutôt réservés aux commerciaux parce que ça fait aussi partie de leur job d'amener les clients dans des moments un petit peu plus informels pour favoriser la vente. Et de comment ils réfléchissaient à amener aussi les mecs des ateliers dans ces moments-là pour qu'ils puissent aussi profiter des moments cool de ce métier et que aussi ils puissent apporter un regard plus mécano en fait sur la voiture parce qu'il y a des clients qui apprécient vachement plus ça. Donc en fait ce petit mouvement-là, il permet aussi de maximiser les ventes, d'aider, de mettre le mécano en position d'aider le commercial dans un cadre en plus plutôt cool puisque Martial vend des Lamborghini. Ah, mais c'est clair. Faire de la défense aux attaquants, faire de l'attaque aux défenseurs, faire de la maintenance aux producteurs, faire de la production à la maintenance, faire de la pré-vente à la vente et de la vente à la pré-vente. Est-ce que c'est ça un peu le secret du désilotage? C'est une forme d'inversion, ou en tout cas partielle, des responsabilités, des rôles et responsabilités? Est-ce qu'on pourrait le voir presque comme ça? Moi, en tout cas, pour répondre très rapidement, je pense que oui. Tu parlais de football total, c'est vraiment, c'est ce genre de choses. C'est qu'aujourd'hui, on demande aux sportifs, par exemple, de pouvoir faire de plus en plus de choses. Et déjà, pour reprendre ton point de tout à l'heure, ça donne un autre regard sur celui qui doit attaquer. En fait, quand tu dois le faire de temps en temps, du coup, tu connais un peu plus sa réalité. Donc, forcément, ça facilite la collaboration. Dans ce que tu disais tout à l'heure, sur l'exemple de Martial qui a envie d'aller chercher un peu plus la vente et la prévente dans des moments commerciaux, déjà, ça sert le business, ça sert l'équipe, ça sert l'objectif global, ça sert la collaboration. Donc, il y a un peu un espèce de truc, personne n'y perd en réalité. Enfin, c'est utile pour tout le monde et même individuellement. Pour le collaborateur qui va un peu plus aller dans les moments commerciaux, il grandit. Donc, en fait, il y a vraiment un jeu de, il faut forcer, c'est pas naturel, on casse les codes, mais ça marche pour absolument tout le monde. Ouais. T'avais l'air un peu dubitative. Oui, parce que j'avoue, les trucs de vie ma vie et tout, je trouve c'est tellement cliché. Mais voilà, mais maintenant que j'ai raison. entendu Sam, en fait, je suis plutôt d'accord. Ah oui, je suis tout à fait d'accord. Moi, je suis totalement contre les vies ma vie. Pour moi, c'est comment est-ce que tu donnes un bout d'objectif vente à quelqu'un d'après-vente, c'est ça. Pas comment tu lui fais vivre une journée d'après-vente. Oui, c'est ça. Pour moi, ça marche Ouais. surtout si on réunit les objectifs au même endroit. Complètement. Et après, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, mais je trouve qu'un des sujets en entreprise qui réunit le plus, c'est le management. En fait, utiliser aussi ce sujet-là, parce que on manage toujours en public. Et on le voit notamment sur la mission sur laquelle on bosse tous les deux, quand les managers ne s'entendent pas déjà, ou ne sont pas alignés, en fait, le terrain, on est bien mal placé pour aller les voir et leur dire « Mais vous allez vous entendre, bordel de merde !» Non, en fait, d'abord, on fait un peu le ménage chez soi, on s'assure qu'au niveau du management, on est à peu près aligné avant d'aller voir les équipes. Et un des trucs qui peut être hyper favorable à ça en entreprise, là, je vais saluer les copains de Norgindreux. Ça peut être de lancer des communautés de managers. C'est ce qui a été fait dans cette usine. Et on avait des managers pas forcément hyper silotés, mais qui ne parlaient jamais de management ensemble, qui ne parlaient jamais de leurs équipes ensemble, et qui finalement étaient simplement réunis par le produit qu'ils produisaient, plus que par d'autres sujets un petit peu plus prise de recul. Et ils se sont mis à parler de management ensemble. Et en fait, ils se sont rendus compte qu'ils avaient plein de problématiques communes.
qu'il y avait une grosse utilité aussi pour l'ensemble des salariés à ce que les managers de terrain se voient pour parler de management, parce que du coup, il y a aussi un alignement sur les méthodes managériales, sur les réponses qu'on apporte aux salariés. Et je sais qu'on a aussi d'autres clients qui essayent de mettre ces communautés-là en place. On peut que les encourager à le faire parce que le sujet du management, c'est un truc qui réunit facilement. Vous avez des problèmes de silos dans vos entreprises, que ce soit des silos en forte crise et les risques psychosociaux ou simplement l'envie de mieux faire travailler les choses ensemble. Ce sont des missions que nous menons souvent, donc appelez-nous. Et plus simplement, vous pouvez commenter, nous partager vos expériences, partager aussi vos questions. On poursuivra la discussion avec vous en commentaire ou très directement. Et en attendant, on va se retrouver pour une nouvelle table ronde. Salut Sam. Salut Pat. Et salut Roxane. Salut Pat. Salut à tous.